Bonsoir à tous, bienvenue au débat. C'est presque maintenant comme du tac au tac, une information erronée qui circule, qui fait polémique dans des secteurs comme les infrastructures ou l'enseignement technique est tout de suite reprise, mesdames et messieurs, avec preuve à l'appui par le ou les ministres conseillers concernés. Il n'y a donc plus de place à l'intoxication. Les ministres conseillers occupent le terrain et assurent les arrières du gouvernement, si on peut se permettre cette expression. Le dernier acte en date, je me permets de vous le rappeler, est celui du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, qui ne lâche pas l'affaire sur le chantier de construction du siège de l'Assemblée nationale. Après ses précisions chez nos confrères de Canal 3, il a invité les partis politiques ce 28 mai 2025 à Porto Novo afin de lever l'équivoque autour des chiffres avancés par l'un des responsables du parti, les démocrates, au sujet du niveau d'évolution du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Plus de place donc aux doutes, aux polémiques. Les ministres conseillers pour la vraie information aux populations, c'est notre premier sujet du jour. Nous reviendrons également sur cette visite de Joseph Djogbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau, chez le patriarche Maître Adrien Rungweji. Nos invités donneront leur lecture sur les sujets. Et je vous les présente d'ailleurs. Je suis avec Monsieur Paulin Mitobaba. Il est analyste politique, président du mouvement La Voix du Progrès, mouvement des citoyens béninois vivant en Côte d'Ivoire. Monsieur Mitobaba, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi. Serge Defodji, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Julien Kitty, chroniqueur politique, bonsoir. Bonsoir, Angèle. Bonsoir à tous. Merci à vous trois d'être là. Et on va démarrer par le premier sujet. Vous avez certainement tous constaté la présence des ministres conseillers sur le terrain. Ils occupent les médias, relèvent des désinformations et communiquent l'information à garder. Julien Kitty, les ministres conseillers comme l'âme du gouvernement contre les fausses informations? Ben, pourquoi pas? C'est les ministres conseillers, pour moi, c'est une nouvelle batterie d'armes, de résistance et de contre-attaque et d'anticipation, de proactivité sur la machine à produire, à distiller des fausses informations contre le gouvernement. Et avant cela, c'est d'abord cette arme qui rapproche davantage le gouvernement des populations en termes de circulation de flux d'informations. Vous savez, il y avait déjà un travail de fourmi qui se faisait par le porte-parole du gouvernement, secrétaire adjoint du gouvernement, et qui, vous savez, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi le porte-parole avait dans son dispositif ou dans sa stratégie d'autres créneaux, des créneaux autres que le créneau du compte-rendu du Conseil des ministres, et dans des styles variés où on le voyait aller dans des rédactions, aller sur des plateaux spéciaux, aller de plus en plus même sur le terrain. Et donc, le travail que les ministres conseillers font, et de façon spécifique dans leur domaine, eh bien, ça vient renforcer le travail qui se faisait déjà. Et comme vous l'avez constaté, oui, vous sentez d'ailleurs que la machine à produire de l'intox commence par être essoufflée. Et le timing dans lequel les répliques sont données permet aux populations d'avoir la vraie information. Et surtout, la démarche pédagogique, pour moi, elle est bonne. Voyez, par exemple, le dernier cas que vous avez cité, le ministre conseiller Jacques Ayadi. Il est allé, il n'a pas sous-estimé ce qui a été dit. Et parlant de ce domaine-là, quand même, pour l'expérience qu'il a, quand il en parle, on peut lui donner un crédit confiance. Ensuite, il fait, en plus du plateau, il a dit quelque chose d'extraordinaire qui m'a plu. Il a dit, tel que M. Mitokpe avait parlé là, le principe, il a manqué à M. Mitokpe de le connaître. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chantier qui fasse telle durée et que le niveau d'exécution ne soit pas si élevé dans les chiffres. Mais cela ne veut pas dire forcément que le travail est mal fait. Parce qu'il y a des phases
de réalisation d'une infrastructure qui peuvent demander plus de temps qu'il ne faut dans l'opinion, telle que l'opinion conçoit cela. Et après, il a dit, sous réserve, en attendant qu'il aille donc avoir les précisions sur le terrain pour revenir parler de façon exhaustive, qu'il doute de cela. Et il est allé vérifier et il a fait sa déclaration et a demandé après aux partis politiques, y compris donc le parti de celui qui a parlé, venez, vous êtes tous des Béninois. Vous voyez la démarche? Ce n'est pas une démarche d'ennemis, de gens qui veulent se vouer aux gémonies. Non. Venez, quand vous allez découvrir que vous n'aviez pas la bonne information, eh bien, vous allez trouver autre chose que cela. Et donc, moi, j'estime que c'était une bonne option de voir que dans les domaines spécifiques, comme le chef de l'État l'avait expliqué, il y a des ministres qui sont là, qui ont la tête dans le guidon, qui sont dans les dossiers. Mais il faut en même temps, vu que ceux-là n'avaient pas le temps matériel, ne pouvaient pas être sur le terrain pour parler de ce qui est bien fait par le gouvernement, ce qui est bien fait par le gouvernement et dont les gens parlent mal pour brouiller les pistes, peut-être à des fins électoralistes, que tout cela soit rectifié. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Pour l'Amito Baba, la machine à produire l'Intos ou l'Infos, plus que jamais challengée, si on doit résumer Julien Kitty tout à l'heure. Merci. Je voudrais d'abord dire que la nomination des ministres conseillers est venue un peu tard. Tout simplement parce que moi, je suis en Côte d'Ivoire et ça fait plus de 5 ans, bientôt 5 ans que je viens chaque 45 jours à Cotonou. Ce que je vois n'est pas exactement ce que les Béninois de la diaspora, ce n'est pas les mêmes informations que nous avons. Et les Béninois de la diaspora, quand vous partez au fin fond, c'est pour vous dire, est-ce que vous avez appris? J'ai appris sur TikTok, j'ai appris. Et il a fallu beaucoup de temps pour rectifier l'image du Bénin actuel auprès des Béninois de la diaspora. Et je crois bien que le rôle que jouent les ministres conseillers aujourd'hui, c'est à féliciter, c'est à louer, et ce n'est pas, et si je devais le dire, normalement, ce n'est pas maintenant qu'on devait les nommer. Ils devaient être là pour aller contre tout ce qui est intoxication, tout ce qui est contre-vérité. Parce que le Bénin ne s'arrête pas seulement aux Béninois qui résident au Bénin. Nous qui sommes à la diaspora, nous avons aussi besoin de connaître la vraie vérité. Et tous les Béninois n'ont pas les moyens de venir chaque fois pour voir l'évolution du Bénin actuel par rapport au Bénin dont on voit sur les réseaux. D'accord, véritablement, selon vous, ben, là, ils sont sur le terrain. Comment appréciez-vous cette proactivité? J'apprécie et je dis que c'est une très bonne chose. D'accord. Oui, Serge Defodji, je vous renvoie à la question. Oui, justement, il faut dire que la nature aurait du vide. Le président Patrice Talon, dès son arrivée, a dit qu'il lui-même voudrait être un président qui s'occupe des affaires présidentielles à la présidence carrément, qu'il faut travailler au bureau que d'aller sur le terrain. Il ne voulait pas faire comme ce qui se faisait avant son arrivée. Et ça a été pareil aussi pour ces ministres qui travaillent réellement, qui s'occupent des affaires courantes que d'être sur le terrain, de déserter les bureaux comme on le voyait après. Mais cela a laissé le temps à l'intoxication de faire carrément un lit. Cela a laissé le temps aux adversaires politiques là, de prendre la place et de toxiquer suffisamment. Lorsque vous allez sur la toile, par exemple, vous allez sur le marché carrément de l'information, et vous voyez seulement une seule information qui vous est servie. Il y a une seule vérité, ce qu'on pourrait appeler vérité en griffe, qui vous est servie, alors que ce n'est pas le cas. Vous cherchez à connaître la réalité des faits, il n'y a personne pour vous les restituer. Et ça cause un problème. Monsieur Jules Léon Kitty le disait tout à l'heure, à un moment donné, le porte-parole du gouvernement, monsieur Wilfried Léon Roubedji, il se décarcassait carrément sur tous les chantiers pour répondre aux questions
touchant tous les ministères, je veux dire, tous les ministères. Et donc, c'était un travail énorme. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens, il y a la proactivité. Dès lors qu'il y a une petite information, ce que vous pouvez trouver d'insignifiant, il y a des gens qui sont là qui apportent des réponses. C'est énorme. Non seulement ils sont sur le terrain, ils constatent même de visu par eux-mêmes ce qui se fait à caméra à l'appui, ils sont aussi dans les médias et vous les verrez encore sur les réseaux sociaux. Il a donné l'exemple tout à l'heure de M. Jacques Ayadji qui, vous allez le voir même à longueur quand il est sur le terrain, il est en direct sur TikTok. Donc vous avez l'information en temps réel. C'est la particularité. Et donc moi je me dis que M. Talon Patrice a pensé justement à instaurer cela pour que, oui, qu'il y ait des gens qui s'occupent des affaires courantes des ministères, mais qu'il y ait des gens qui s'occupent de la communication, bien qui ont comme responsabilité de rendre visible ce qui se fait. Vous avez vu, M. Paulin Mitobaba, il a dit, quand vous êtes à l'extérieur du pays, on vous vend les informations sur TikTok, où un kidam se lève sans rien vérifier, il peut juste supposer que telle infrastructure a été réalisée à tel coût. Alors que rien, quand vous vérifiez, l'information n'est du tout pas vraie. Et c'est cela qu'on leur vend. Quand on dit que M. Patrice Talon a réalisé, moi j'ai vu une fois sur TikTok, les images de chic du centre hospitalier international de Calavi, où des citoyens béninois sont en train de défendre, sont en train de dire que ce n'est pas au Bénin. C'est incroyable ce qui se passe. Moi, je voyais le truc, je disais, mais lorsqu'on est béninois, on dit que c'est chez vous. La moindre des choses à faire, c'est de chercher l'information autour de vous. Est-ce que c'est vrai? C'est où à Calavi? Moi-même, je peux aller vérifier. Non, mais on dit nettement que ce n'est pas à Calavi. Mais de quoi parlons-nous? Mais aujourd'hui, grâce à ces ministres-là, personne ne peut dire, au moins, bon, j'estime qu'il y a des éléments, quand vous commencez par distiller ces infos-là, il faut juste aller prendre des éléments officiels pour envoyer sous ces publications-là, le problème est réglé. Donc, c'est véritablement une réforme bien pensée qui est venue combler un vide. La nature arrive du vide, c'est parce qu'il n'était pas là que les gens se permettaient de jeter des discrédits sur tout ce qui se faisait. Julien Kiti, ma question peut vous paraître tendancieuse, mais le constat est que tel que ça fonctionne, si on prend le cas du ministre conseiller des infrastructures, quand il relève les insuffisances de ceux qui, peut-être par manque d'informations, posent ou disent des choses erronées, cela ne suscite même plus de contradictoire, ça rabat directement le caquet, si je peux me permettre l'expression, à ceux-là qui viennent dire les choses qui ne sont pas justes à la lecture de certaines personnes. Oui, justement, si pour répondre à votre question, je vais simplement me référer aux éléments qui sont purement techniques en matière de communication politique. C'est-à-dire que il y a la matière, l'information que vous voulez envoyer à une opinion, à une cible qui soit est en manque d'information, qu'il l'exprime ou ne l'exprime pas, mais vous avez déterminé que si l'information va là-bas, ça va produire un effet positif, ou bien une cible qui est sous l'emprise de la manipulation et que, à la limite, pour faire fort, vous voulez exorciser, vous voulez délivrer, comme ça se dit à l'église. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il reste maintenant le choix, non seulement du message, mais du contenant, de ceux qui portent le message. Vous voyez, on a parlé du porte-parole du gouvernement tout à l'heure, beaucoup n'ont pas compris pourquoi. Vous voyez, on fait du porte-parole secrétaire général adjoint du gouvernement. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une haute fonction gouvernementale. Ça veut dire que quand il parle, oui, on peut dire celui-là, il est autour du chef de l'État, il a une voix très autorisée. Alors, quand dans les ministères, ceux qui sont nommés ministres conseillers maintenant, ils sont donc ministres d'abord. Ça veut dire qu'avec ceux qui tenaient le portefeuille, ils sont plus ou moins au même niveau d'information. Ces ministres conseillers dépendent directement du chef de l'État. Le titre là qu'ils ont, en plus des personnalités qui ont été choisies, quand vous voyez tous les ministres conseillers, c'est des gens qui avaient déjà une certaine notoriété. C'est des gens qui, quand eux ils viennent parler,
au-delà des guéguerres politiques, il y a un certain poids. Mais qu'on fasse de ministres conseillers dépendant directement du chef de l'État, du coup, quand eux viennent parler, ils portent le message, ça renforce la crédibilité du message initial ou de contre-attaque qui viennent du côté du gouvernement. Maintenant, vous avez constaté l'effet lorsque quelqu'un se hasarde à donner une information pour vous parler de la qualité du contenant. Vous prenez l'exemple, le dernier exemple que vous avez évoqué, je reviens là-dessus. On parle d'une infrastructure. Celui qui a parlé, c'est le secrétaire à la communication du Parti Les Démocrates. Je connais et je salue, je célèbre tous les talents de mon frère compatriote Guy Mitopé, géographe de formation, grand militant, grande gueule bien connu. Mais quand il parle de la notion de niveau d'exécution d'une infrastructure et qu'un certain Jacques Ayadi vient lui répliquer, et ne s'agite pas, mais part dans une... Il consacre une émission où il s'étale là-dessus sur un ton plutôt respectueux, mais de professionnel. Je n'ai pas vu Jacques Ayadi en train de diaboliser Guy Mitopé en disant il est apatride, il est ci ou il est ça. Non. Il est allé jusqu'à dire une formule qui paraît ironique, mais qui pour moi m'a intéressé en termes de langage politique, en communication politique. Il dit que ceux qui demandent à Guy Mitopé, que lui, Jacques Ayadi, apprécie beaucoup pour ses qualités, ceux qui lui demandent d'être dans ce rôle-là, doivent avoir un plan machiavélique derrière contre lui, Guy Mitopé. Parce que on l'amène, lui qui avait quand même projeté l'image de quelqu'un qui devrait pouvoir chercher les vraies informations avant de parler, on l'amène à dire des choses qui portent des coups à son image. Et après, celui qui n'est pas dans la vérité ne va pas plus loin en disant « Allons sur le terrain si vous voulez ». Les partis politiques ne sont pas des structures décentralisées du gouvernement. On n'était pas habitué à ce que un ministre vienne dire « Vous, partis politiques, venez voir ». C'est pour dire qu'aujourd'hui, dans la vision qui est celle du président Patrice Talon, qui veut que la politique se mette au service du développement, cela passe également par la qualité de la communication politique, du débat politique qu'on va avoir. Ça veut dire que le débat politique ne doit plus se limiter à, bon, quelqu'un parle et on regarde sa tête qui ne vous plaît pas et vous dites, bon, ce qu'il dit est faux. Non, on vous convie à la réalité des données techniques. Ça veut dire que vous voulez parler des infrastructures, non? Même si vous n'êtes pas spécialiste de ça, vous êtes intellectuel, informez-vous. Et quand vous avez affirmé des choses qui sont d'autres scientifiques et qu'on vous démontre le contraire, tout ce qui vous reste en tant que scientifique, c'est d'avoir l'honnêteté intellectuelle, de revenir, par parallélisme des formes, dans les mêmes espaces pour dire on s'est trompé. Et malheureusement, pour ceux qui sont les adversaires du régime de la rupture, je ne veux pas dire les ennemis, non, mais ça se multiplie qu'ils tombent dans ces panneaux-là. Il n'y a pas longtemps, qu'un autre jeune leader de l'opposition a déclaré que le pont de Womé, je crois que c'est le pont de Womé, a coûté 2-3 fois plus qu'il ne l'a que cela n'a coûté. C'était le boulevard de la Marina. Ça a commencé même par le boulevard de la Marina. Et on donne la réalité des chiffres et je ne l'ai plus entendu parler. Et depuis, je me dis, tant mieux pour le jeu politique. Ça veut dire quoi? Justement, est-ce que ça n'a pas aussi le mérite d'activer un peu le gouvernement à faire des réductions de comptes à travers cette proactivité? Oui, mais justement, vous avez le chef de l'État avait déjà donné avait déjà tracé les signaux par rapport à ça. Vous l'avez vu faire des tournées nationales. Vous l'avez vu envoyer après des ministres sur les plateaux faire les bilans. Vous l'avez vu envoyer des ministres, des députés et des représentants des partis politiques qui le soutiennent faire des tournées. Mais entre-temps, quand on a nommé les ministres conseillers, tel que le disait mon frère Mito Baba tout à l'heure, il parlait du timing dans lequel les ministres conseillers ont été nommés. Moi, je voudrais célébrer quelque chose. C'est l'adaptation dans la stratégie à
au timing dans lequel les ministres conseillers ont été nommés. Quand les ministres conseillers ont été nommés, on a annoncé une autre tournée du chef de l'État. Le porte-parole du gouvernement est venu dire, en avril, là, il n'y avait pas tourné. Mais ce que les ministres conseillers sont en train de faire aujourd'hui, je pense que ça règle suffisamment le problème. Et vers la fin, le chef de l'État peut encore faire sa tournée. Et si les partis politiques, déjà que les ministres conseillers sont issus, désignés, proposés au chef de l'État par les partis politiques, si les députés de la majorité présidentielle aussi peuvent, si ce n'est pas des formules de séminaires ou bien de descente sur le terrain ou de rencontres avec le gouvernement ou les ministres conseillers pour leur donner toutes les bonnes informations, si eux aussi peuvent descendre sur le terrain comme ça, je pense que les adversaires, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire mieux que le système Talon qui a envie d'être pérennisé, ils devront suffisamment réfléchir pour dire l'époque de la politique Vuvuzela est terminée. Voilà, oui, Monsieur Minto Baba, je le demandais tout à l'heure à Julien Kitty. Non, loin de moi l'idée de faire l'apologie de l'intense ou de l'inforce, mais ça a au moins le mérite aujourd'hui, grâce au ministre conseiller, de permettre à cette personnalité de faire des redditions de comptes, chiffres à l'appui, puisque nous sommes dans un pays où, quand on construit une infrastructure, le Béninois voudrait à chaque fois qu'on lui dise combien telle ou telle autre chose a coûté. Là, il sortent les chiffres sans crier gare, sans rien à se reprendre, en tout cas sans rien à cacher au fait. Je reviens un peu sur ce que mon frère Kitty a dit. La nomination des ministres conseillers, c'est une très bonne chose parce que nous ne voyons pas les ministres aller sur le terrain, aller faire des démentis, aller faire des débats contradictoires et aller défendre le gouvernement. Mais ces ministres conseillers, ils sont là pour juste faire ce travail et permettre au gouvernement de vaquer à ses préoccupations et de travailler librement. Nous avons vu dans des régimes passés que ce sont ces ministres-là, ministres à plein temps, à chaque week-end, qui descendaient sur le terrain, qui faisaient tout ce qu'il y a à faire, qui devaient défendre le gouvernement, qui devaient faire ce qui devait faire ça. Mais actuellement, seul celui qui n'a rien à se reprocher peut dire, viens, voici les dépenses, viens faire un contrôle et viens voir si ce que tu dis est vrai ou bien si ce que je dis est faux. Donc, du coup, le gouvernement actuel n'a rien à se reprocher. Est-ce que le gouvernement passé est-il bon? Oui. Mais actuellement, nous croyons que nous sommes sur un terrain où tous les Béninois doivent s'estimer heureux. D'accord, oui. Serge Dafodji, alors avec ce Jacques Ayadji qui est très proactif, il faudra cette fois-ci aussi interpeller les autres. On ne voit jamais, on ne sait même pas si ils sont dans la République. Hein. Jacques Ayadji, on le voit, on voit également Paulin Benou, on voit. Il y a plusieurs ministres qu'on voit, mais il y a d'autres qui sont quand même inconnus au bataillon. Peut-être parce que le secteur ne suscite pas de polémique. Mais avant même de répondre à votre question, vous avez posé une question à M. Paulin Mitobaba. Et je voudrais vous dire qu'on ne pourrait jamais, c'est vrai que vous l'avez dit, vous ne magnifiez pas l'intoxication, vous ne faites pas l'apologie de l'intoxication. Mais je me dis que la voie de l'intoxication n'est pas la meilleure option pour la manifestation de la vérité. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on pose des questions, on n'affirme pas des choses. Et là, je suis très très sérieux là-dessus. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on n'affirme pas des choses, mais on pose des questions pour comprendre. On ne serait pas en train d'accuser aujourd'hui quelqu'un si, entre-temps, on n'affirmait pas des choses. Vous avez vu, vous l'avez dit, quand Jacques Ayadji sort, quand ces ministres conseillers là sortent, on voit clairement qu'il n'y a même plus de réplique. Ça que moi je dis que c'est une déculottée qu'on leur donne, excusez-moi. Donc c'est dire qu'il faut que nous puissions revoir notre manière de communiquer. Monsieur Loukman le disait la dernière fois, hein, que la manière de communiquer carrément de ceux qui se réclament de l'opposition aujourd'hui laisse un peu à désirer. L'approche communicationnelle n'est pas du tout ce qu'il faut. Et lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, il faut poser la question. Maintenant, par rapport aux autres ministres conseillers, non, ce qui fait que nous
nous remarquons beaucoup plus Monsieur Adi Jacques, c'est justement parce qu'il y a des polémiques qui entourent le ministère dont il est conseiller. Il y a beaucoup d'infrastructures. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures. D'abord, ce qui se visite, ce sont les travaux là qu'ils visitent pour montrer, et puis ils amènent la lumière en réalité et ils mettent les actions du gouvernement en lumière. Donc, quand on parle des actions d'infrastructure, n'oublions pas, jusqu'à ce jour, M. Jacques Ayadi reste encore directeur des infrastructures, en plus, cumulativement avec son titre de ministre conseiller. Donc, il est doublement concerné par ce qui se fait. Sinon, les autres ministres conseillers, on les voit aussi dans les activités. Ils sont même sur le terrain pour observer, pour toucher du doigt ce qui a été réalisé à l'intérieur du pays et tout. Donc, quand vous suivez, c'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup plus sur les plateaux, mais quand vous suivez les journaux, vous les voyez. Donc, moi, je n'ai pas fait forcément les mêmes lectures que... Julien Kitty, est-ce que ça ne devrait pas être aussi un signe pour qu'on voit aussi davantage les autres ministres conseillers d'autres secteurs? Oui, sans attendre la polémique forcément. Je vous concède la légitimité de votre question, mais mon adhésion à votre préoccupation s'arrête là. Parce que j'ai envie de vous dire, il n'est pas question d'une compétition de visibilité entre les ministres conseillers. Il n'y a aucune course à ce niveau. C'est simplement que ces ministres conseillers sont appelés, d'abord eux-mêmes, à bien s'informer de tout ce qui se passe. Ils ont des documents qu'ils peuvent avoir au niveau de la présidence, au niveau des ministères, et puisqu'ils dépendent du chef de l'État. Et ils ont une coordination. Le collège de ministres conseillers est coordonné par le ministre Janvier Yahweh-Léou. Ça veut dire qu'ils ont des concertations qu'ils font pour remettre chacun à niveau par rapport à l'évolution du flux d'informations nécessaires à avoir en temps réel sur les réalisations du gouvernement dans le secteur, les défis que le gouvernement se donne et les défis aussi liés aux probables œuvres de la machine à produire l'intoxication de ceux qui ont envie de peindre le gouvernement en noir. Il y a également un autre rôle pour les ministres conseillers qui ne nécessitent pas forcément de tapage. C'est-à-dire que les descentes qu'ils font sur le terrain, c'est aussi pour recueillir en temps réel les besoins, les intérêts, les aspirations des populations sur ce que le gouvernement leur offre, d'accord, comme services sociaux de base, par exemple. Quand vous avez vu, entre-temps, je crois qu'il y a eu 2 saisons quand même de tournée de la ministre conseillère en charge de la santé, par exemple, Mme Claudine Prudencio. Vous l'avez vu aller dans des zones où, si je prends un seul exemple, dans la commune de Comé, par exemple, même dans la commune de Comé, même les populations, beaucoup ne savaient pas que le gouvernement avait fait installer une salle radio là, et quand vous parlez de ça dans le secteur de la santé, les gens savent ce que c'est. C'est des appareils ultra modernes qui sont là et qui permettent aujourd'hui d'aller plus loin dans les examens qu'on fait aux patients pour détecter avec beaucoup plus de précision les pathologies dont les gens souffrent et surtout certaines pathologies qui sont dangereuses et pour lesquelles systématiquement on ne pouvait rien faire dans le Bénin. Vous allez voir quand le chic va vraiment, et ça commence bientôt, quand ça va être véritablement fonctionnel avec les services qui seront lancés, les spécialités qui seront lancées, il y aura davantage de choses sur lesquelles il faut mettre des lumières. La question des relais communautaires, qu'elle a évoqué par exemple, moi j'ai fait une petite enquête sur c'est des gens qui sont là, qui appuient les centres de formation sanitaire communautaire et qui permettent aux populations de réduire le taux d'automédication, par exemple, de traitement à la maison, de prendre du plaisir à aller dans les centres de santé. Et j'ai observé quelque chose de par mes investigations, et c'est en cela que les ministres conseillers ont vraiment un rôle énorme qu'ils jouent, sans forcément faire de tapage. Est-ce que vous savez, par exemple, que d'abord, dans tout le système sanitaire, là, vous avez le ministre en charge de la santé, le professeur Mpati, qui se retrouve sur des forums WhatsApp avec pratiquement le dernier agent de santé qui travaille sur le terrain. Un agent de santé aujourd'hui dans son coin peut décider de faire une évacuation
Mais les minutes qui suivent, il a obligation de rendre compte de ça sur un forum avec ses responsables et tout, où le ministre de la Santé peut directement l'interpeller. Vous voyez ce que ça peut créer comme... Alors, quand après, pendant que le ministre Nkwati est à fond sur les dossiers, regardez tous les programmes qu'il y a, les agents savent que la ministre conseillère en charge de la Santé peut descendre à tout moment. Et quand elle descend, ils ne peuvent pas lui mentir parce qu'elle a les mêmes informations au niveau élevé. Mais quand vous allez voir bientôt notre équipe nationale va commencer par se préparer pour aller à la Coupe d'Afrique que nous avons manqué à laquelle nous avons manqué de participer pendant plusieurs éditions, et on revient, vous verrez comment, pour que tout le Bénin se lève derrière et que nous taisions nos querelles pour porter cette équipe, vous allez voir comment le ministre conseiller en charge du sport va s'époumoner. Bon, donc, tous ne peuvent pas aussi se mettre tout le temps sur les plateaux télé ou sur le terrain. Et mon ami l'a dit tout à l'heure, quand ceux qui veulent intoxiquer quand on leur a coupé les ongles sur jusqu'à ce que ça rentre dans la chair sur les questions d'infrastructure maintenant et qu'on leur a bouclé le bec, vous allez voir, peut-être qu'ils vont ressurgir au niveau de l'agriculture. Et vous qui cherchez désespérément à voir le visage du ministre conseiller en charge de l'agriculture, ben vous serez satisfaite parce qu'il devra monter sérieusement au créneau. Et là-bas, encore, c'est beaucoup de chiffres à donner. Et on lui parlera des polémiques autour des cotonculteurs, des sojaculteurs ou de beaucoup d'autres choses. Donc, je pense que, et c'est là que je rejoins mon ami qui disait que s'ils étaient nommés même plus tôt, ce serait bien parce que en renfort au travail déjà que le porte-parole du gouvernement faisait, mais franchement, je pense que c'est nécessaire et il sera extrêmement difficile pour ceux qui vont préparer des offres en termes d'alternatives à ce système-là. Il leur sera extrêmement difficile de trouver mieux à dire pour remettre en cause ce qui est en train d'être fait parce qu'il y a le discours qui se fait, qui suit les actions. Avant, on nous apprenait, on était habitué à avoir un discours suivi d'action. Voilà un gouvernement qui pose les actes, réalise les choses et parle après. Et quand, malgré ça, il y a des Saint-Thomas qui veulent dire c'est pas possible, on leur dit venez. Donc, je souhaite que, en dehors de Jacques Ayadi, que d'autres ministres conseillers, Madame la ministre conseillère en charge de la Santé, mais amenez ceux qui veulent aller à Chic, quand ça va s'ouvrir, il faut inviter aussi. Pourquoi pas, ces acteurs, ils sont des citoyens béninois aussi, qui ont envie de voir que ce qu'on a montré aux gens sur TikTok et ils ont dit que ça, ce n'est pas au Bénin. Il faut leur montrer que c'est au Bénin que ça se passe. C'est au Bénin qu'on peut se soigner de cette façon-là aujourd'hui, même si tout n'est pas encore fait. Voilà. Allez, on va finir sur justement ce timing. Et si on poussait l'analyse un peu plus loin, ça, des fois, la question, elle est pour vous. Est-ce que le timing de Talon n'est-il pas fait pour réellement régler définitivement ces intoxications-là en fin de mandat qui reste un moment crucial pour un gouvernement qui a un bilan à vendre? Non, un timing parfait, je ne le dirai pas. Hein. Je m'aligne sur ce que M. Mitopava a dit tout à l'heure. Ça aurait pu venir un peu plus tôt que cela. Parce que vous savez, il y a quelque chose en matière d'information, lorsque la fausse information est distillée et vous apportez la bonne information, ça n'arrive plus à toucher forcément tous ceux qui ont été touchés par la fausse information. Ça, c'est une réalité. Mais toujours est-il qu'ils sont là et vont forcément remonter la pente. Mais je ne pense pas que le timing soit le meilleur qui soit. Mais je pense que le peu de temps qui reste là, c'est peut-être suffisant pour faire le boulot, pour quand même remonter un peu la pente. Voilà, tôt ou tard, M. Mitopava, l'idée de Patrice Talon, elle est bien trouvée pour assurer la veille informative. Ah oui, je dirais oui, parce que, si vous permettez, comme je l'ai dit, s'il n'y avait pas la nomination de ces ministres conseillers, avec tout ce qui se passe,
Je crois bien que, comme l'a dit mon frère Kitty, c'est ceux qui sont contre lui, ou bien ses adversaires, faisaient tout pour déstabiliser ce qui est en train de se faire, tout le travail qu'il a abattu pendant 9 ans. Donc, je crois bien que il a bien assuré ses derniers mois et que la chance soit avec lui. On va passer au second sujet, si vous le permettez bien. Ce 26 mai 2025, on a vu des images circuler. Joseph Djogbenou qui allait chez maître Adrien Ongbeji. On ne connaît pas concrètement le contenu, même si quelques petites informations ont circulé sur les réseaux sociaux. Ce qu'on sait, c'est que cette visite intervient après ces sorties de maître Adrien Ongbeji, des sorties qui sont, on peut le dire, contraires à la ligne de la mouvance qui plus est de l'Union progressiste, le renouveau. Alors, Julien Kitty, une visite pour repréciser la ligne du parti au patriarche. Quelle est votre lecture à vous? Non, je ne veux pas... Je sais que vous montrez, vous avez fait l'option délibérée d'être provocatrice dans la question pour que vous puissiez me tirer le verre du nez, encore que ceux qui sont mieux placés pour que vous le tiriez le nez du nez, c'est Joseph Djogbenou et c'est peut-être Adrien Ongbeji. On ne les aura pas. Voilà, tout compte fait, vous pouvez analyser. Eux aussi, ils ont exercé leur droit de garder une confidentialité autour de ce qu'ils ont dit. Mais moi, je ne veux pas penser, je ne veux pas oser penser que Joseph Djogbenou est allé voir Adrien Ongbeji pour lui repréciser les lignes du parti. Les lignes du parti, la ligne principale du parti, les tests du parti, Adrien Ongbeji, pour le parcours politique qu'il a, pour le grand juriste qu'il a, qu'il a été et qu'il continue d'être, il ne connaît que trop bien les tests fondamentaux de l'UP, le Renouveau, parti auquel il a adhéré, et je suppose de plein gré, en toute connaissance de cause, et il ne connaît que trop bien également la ligne directrice, et il ne connaît que trop bien ce que vaut et peut provoquer ces élans indépendantistes qu'il est en train de prendre par rapport au parti. Cela suppose donc que pour moi, qui analyse ça, qu'il a un objectif. C'est plutôt que le déplacement de Joseph Djogbenou, pour moi, fait partie des résultats ou des signes de résultats que Adrien Ongbeji voulait avoir. Parce que quand on suit depuis qu'Adrien Ongbeji a parlé, la première descente de Joseph Djogbenou chez lui, c'est quand des soi-disant militants du PRD ou du défunt PRD sont allés présenter les vœux à maître Adrien Ongbeji, donc ce qui a servi de terreau pour qu'il fasse ses premiers coups de gueule. Eh bien, c'est après que j'ai vu une délégation de l'UP Le Renouveau, l'UP Le Renouveau, qui se préoccupait plutôt, je ne sais pas s'ils avaient oublié Adrien Ongbeji en pensant que c'est déjà acquis son cas, parce qu'ils allaient voir d'autres anciens chefs d'État ou d'autres personnalités comme Bruno Amoussou pour leur présenter les vœux. Donc, je les ai vus aller présenter les vœux formels du parti à maître Adrien Ongbeji. Déjà à cette occasion, c'est sûr que Joseph Djogbenou a dû souffler très respectueusement à l'oreille du patriarche et bon, ben, Pépé, s'il y a quelque chose, vous pouvez appeler votre jeune frère, voire votre fils que je suis, pour qu'on en parle, pour la crédibilité, l'image du parti. Mais là, peut-être que ça n'a pas suffisamment pesé pour donc émousser les ardeurs du patriarche, qu'il fasse directement ou indirectement des effets jusqu'à faire organiser ou annoncer des journées de réflexion de la jeunesse de son parti. On envoie des visuels où on revient avec le logo du parti. Ça devenait certainement de trop, parce que le parti, la haute direction du parti, l'UP Le Renouveau aussi, a fait quand même ce qu'on appelle chez nos amis ivoiriens, des techniques d'approche. Parce que au lendemain de cette visite-là, cette première bourde,
Il y a eu quelques réaménagements. Par exemple, un ancien très proche Adrien Oumbédi qui a été nommé porte-parole de l'UP Le Renouveau. Il y a eu des gens qui ont été nommés ambassadeurs. Ils n'étaient plus au PRD forcément avant donc la fusion PRD-l'UP, mais ils ont été connus comme des figures, de grandes figures autour de Adrien Oumbédi. Est-ce que tout cela n'a pas suffi? Mais on a l'impression que ça a continué, pas presse interposée, pas activiste interposée. Joseph Diogbenu a certainement estimé que à ce niveau-là, il faut repartir, peut-être pour mieux comprendre les vraies motivations de Adrien Oumbédi. Et maintenant, comme aussi, en dehors des deux politiques majeures que les deux sont, ils sont également deux juristes de haut niveau, deux avocats, d'accord? Et donc, ils ont toutes les ressources pour faire aussi le débat juridico-politique, parce que dans l'opinion, ça se fait. On se pose la question de savoir si PRD existe encore légalement. Est-ce que les velléités que Oumbédi et ses amis font, qui donnent les signes avant-coureurs de ce qu'ils ont envie de retrouver ou de recouvrer donc leur indépendance, est-ce que c'est possible ou pas? Joseph Diogbenu peut être allé lui dire, bon, mais Pépé, est-ce que vous savez que si on continue comme ça, on va devoir se mettre en spectacle au plan juridique et qu'il y aura des couacs? Ce n'est que des suppositions, mais je pense que Joseph Diogbenu n'est pas allé là-bas pour une partie, pour manger un plat de la viande qu'on mange là-bas là, avec le Pépé. C'est pour discuter des choses du genre. Et ils ont bien fait de ne pas faire des déclarations, parce que les grandes choses à ce niveau ne se gèrent pas dans la rue. Paula Baba, une visite pour faire des clarifications. Maître Adrien Oumbédi n'est pas politiquement, n'est pas un enfant. Nous savons tout ce qu'il représente politiquement. Et c'est normal, avec tous ces soubresauts, ces sorties, ces dérapages, c'est normal que le président Diogbenu puisse l'approcher de nouveau pour que les deux puissent s'entendre pour réorganiser les choses. Vous savez, en tant que président d'un mouvement, d'un parti politique, ce n'est pas tout on dit, et ce n'est pas tout on expose. Il faut régler certaines choses à l'interne. Il faut vraiment faire jouer le tout pour le tout, avant que ce que nous devons entendre, on puisse entendre. Donc, je crois bien que Maître Diogbenu aille chez le patriarche Oumbédi, ce n'est pas encore un problème. Il peut repartir demain. Il peut repartir après-demain. Je ne trouve pas d'inconvénient, je ne trouve pas de problème. Et je ne veux pas aussi polémiquer autour de ça, tout simplement parce que c'est normal qu'un président qui veut la paix pour son parti puisse faire beaucoup d'efforts, voilà, puisse faire beaucoup d'efforts pour qu'il y ait la paix et la cohésion. La cohésion, toujours mieux à la veille des élections, Serge Defodji. Oui, bien sûr. Il n'est jamais trop tard pour faire les choses correctement. Vous savez, depuis un moment, il y a des appels de pied. Le président Adrien Oumbédi pose certains actes dont il est lui-même conscient. Comme des appels de pied. Oui, mais moi, pour quel objectif? Je crois que on le sait, hein, le patriarche, c'est quand même un juriste de haut niveau, un acteur politique de longue date qui a reçu beaucoup de coups et qui essaie aussi plus ou moins, on le sait, en donner lorsqu'il le faut. Et depuis un moment, ce n'est pas nous qui allons enseigner au patriarche qu'en réalité, lorsqu'on est membre d'un parti politique, on doit savoir peut-être la fermer, on doit savoir quoi faire, quel acte poser. Il est arrivé qu'il se livre à la presse, qu'il dénonce certaines choses, mais il est aussi, on l'a vu juste dans certaines visites, simplement faire passer des messages. Et Joseph Diogbenu, professeur de droit, professeur titulaire de droit de son État, lui aussi connaît très bien le rouage et il trouve qu'il faille discuter
régulièrement peut-être avec le patriarche pour s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faille corriger. Mais si on doit en revenir, c'est vrai que la chose du droit n'est pas un mythe. Hein. On peut essayer de voir. Clairement, à ce jour-là, il y a rien qu'on puisse dire juridiquement là pour prouver l'existence encore du parti PRD. Il n'y a rien qu'on puisse dire pour justifier encore l'existence du parti l'Union progressiste. Et donc, ces deux partis-là ont décidé de disparaître pour donner vie à un autre parti dénommé l'Union progressiste, le Renouveau, et c'est ce qui est là. Donc, le reste là, on peut dire, c'est des actions de démobilisation pour les orienter ailleurs, mais pas pour exister encore en tant que parti politique. Cependant, je reviens encore là-dessus, il est bien séant que le professeur Diagbeno, le président du parti Union progressiste, le Renouveau, puisse enclencher des démarches pour régler les problèmes qui tentent de subsister au sein du parti à travers les dernières sorties du président Adrien Mbéji. Alors, Julien qui dit, il n'y a aucun vice dans ma question à venir, mais est-ce que cette autre visite suffira peut-être à calmer le jeu, si ce n'est pas un jeu, en tout cas, à satisfaire peut-être ce que Saïd Efodi appelait appel de pied du patriarche? Oui, bon, que vous l'appeliez appel de pied ou pas, ou que vous l'appeliez coup de pied, parce que les deux sont possibles. Ça peut être appel de pied, ça peut être aussi un coup de pied qui vient après un coup de gueule qui n'a pas produit les effets qu'il faut. Et donc, peut-être que tout ça a permis que Joseph Diogbenou, qui quand même, malgré son jeune âge par rapport à Maître Adrien Mbéji, lui-même a aussi un parcours respectable quand même. Être à se diriger ce parti-là et être en train de recevoir ses coups, tenir... C'est une... non, c'est ce que je vais vous dire par là, c'est que ne voyez pas, ne vous hasardez même pas à compter, à faire l'arithmétique les statistiques au niveau de nombre de visites. Quand vous voyez Joseph Diogbenou aller chez Adrien Mbéji et qu'on prend juste même ne serait-ce qu'une photo, que exprès les machines de communication politique des deux font fuiter, vous ne savez pas s'il y a eu 10 visites en cachette avant qu'on ne choisisse, parce qu'en communication politique, on choisit de vous faire voir ce qu'on a choisi de vous faire voir pour produire l'effet donné. Ça peut être la seule visite, mais il y a d'autres visites qui vont se faire. Ils sont membres d'un même parti politique, ils sont des têtes majeures du parti. Je pense que Adrien Mbéji fait partie des personnes que Joseph Diogbenou est appelé à consulter, même en temps ordinaire, quand il n'y a pas de crise, en tant que bon manager de parti politique, c'est une chance d'avoir des gens comme Adrien Mbéji, comme Bruno Amoussou, tous les autres qui sont un peu en retrait là, ils sont toujours membres du parti, ils sont les patriarches qui vont donner leurs conseils et donc certainement que Diogbenou les écoute et va continuer à les écouter. Maintenant, ce qui peut arriver, qui me permettra moi de savoir si les visites de Joseph Diogbenou produisent leurs effets, c'est que je vais commencer par être regardant maintenant sur le rythme des visites et contre-visites, intervisites entre Adrien Mbéji et non, pas Nicéphore Sogo, et Yahi Boni. Parce que là-bas, j'ai l'impression que Adrien Mbéji et Yahi Boni, ils en ont même abusé. C'est-à-dire que tous les jours, on pouvait avoir des images des deux, l'un qui va chez l'autre, et c'était toujours en blanc, c'était comme pour matraquer le cerveau de certaines personnes. Je ne veux pas dire des gens. Bon, maintenant, et si je suis à la place de Joseph Diogbenou, oui, je fais des visites, pas au même rythme, mais je dis gentiment à mon aîné qu'en tant que membre de l'UP, ses sorties à lui, son image doit plus renforcer, booster l'image de l'Union progressiste, le renouveau, que les démocrates. Parce que quand Adrien Mbéji et Yahi Boni se rencontrent 1001 fois, eh bien, c'est d'abord Yahi Boni et son parti qui en recueillent les dividendes au plan politique. Et puis après, bon, la côte de Adrien Mbéji lui-même qui remonte un peu, mais qui le présente beaucoup plus dans une posture de rebelle que de patriarche qui calme le jeu. Mais je sais avec son expérience que tout va se calmer. En tout cas,
les perspectives qui viennent, là, les perspectives électorales, justifient d'ailleurs qu'il y ait quelques remous. Quand il n'y a pas ça, ce genre de choses aussi, le jeu politique manque un peu de piment, donc il n'y a pas vraiment péril à la demeure, selon moi. Oui, bon, on reste tous observateurs de la chute, puisque comme le disait Serge Desfondji, la cohésion est toujours mieux à la veille des élections. Merci à chacun de vous pour votre temps consacré à ces deux thématiques d'actualité. Monsieur Poulain Mutababa, vous êtes président du mouvement La Voix du Progrès, un mouvement des citoyens béninois vivant en Côte d'Ivoire. Julien Kitty, chroniqueur politique, Serge Desfondji, analyste politique, et vous, chers téléspectateurs, vous qui êtes restés du début jusqu'à cet instant, merci de nous avoir suivis. C'était ce qu'il fallait dire sur cette proactivité, en tout cas positive selon mes invités, des ministres conseillers qui apportent la vérité. C'est donc une bonne initiative pour permettre aux Béninois d'être au parfum des informations réelles. Et pour ce qui est de cette visite, cette autre visite de Djoboueno chez Maître Adrien Houbedji, eh bien, on reste attentif sur la suite à donner après ces échanges, tout en vous souhaitant de passer une très belle soirée en compagnie du reste de nos programmes. Je vous dis à vendredi pour un autre numéro du débat du soir. Je vous rappelle aussi que toutes les productions restent disponibles sur nos plateformes numériques E-Télé avec vous, pour vous. À bientôt.